Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Des livres, des débats et parfois des films. Aujourd'hui, on parle cinéma et viking, cinéma et Moyen-Âge scandinave avec The Northman, le film de Robert Eggers sorti en 2022. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les émissions du podcast, donc beaucoup sur des films historiques, sur le site parolehistoire.fr et sur la chaîne YouTube du podcast. Aujourd'hui, donc, pour parler de The Northman, j'ai le plaisir d'être avec Victor Barabino. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ATER à l'Université de Lorraine et co-auteur avec Alban Gauthier d'un papier très éclairant sur les sources textuelles du film, qui, je cite, est une sédimentation de plusieurs strates de médiévalisme, on va y revenir. Et Lucie Malbos, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Poitiers. Vous étiez venue dans le podcast Le fil de l'épée pour présenter le très beau livre chez Belin, Les peuples du Nord. Alors, avant de commenter avec vous, ce qui est un exercice toujours un peu particulier, un film qui met en scène des éléments dont vous êtes spécialiste, je vais rapidement présenter donc cette œuvre. The Northman, c'est un film de Robert Eggers, coécrit avec un poète et auteur islandais nommé Sion, sorti en 2022, un film de 2h17 avec Alexander Skarsgård dans le rôle titre de cet homme du Nord, Nicole Kidman qui joue sa mère, Claes Bang qui joue son oncle Fjolnir l'usurpateur, la chanteuse Björk, islandaise, en chaman, et un personnage féminin d'une femme slave, Olga, l'alliée et amante du héros, jouée par Anya Taylor-Joy. Alors, un bref résumé, il y aura des spoilers, ceci dit, les spoilers sont dans Shakespeare aussi, par certains côtés, donc bon, si vous ne connaissez pas l'histoire d'Hamlet, ça en fait partie, on va revenir sur toutes les transformations justement qu'a connu ce récit. C'est donc l'histoire de Hamlet, qui est le fils d'un roi scandinave, trahi par son demi-frère, l'oncle d'Hamlet, donc, qui assassine son père, qui prend son épouse. Le jeune Hamlet s'enfuit par la mer, rejoint des vikings, participe à des raids au pays de la Rousse pour capturer des esclaves. Et puis, il reconnaît les hommes de son oncle et il se fait capturer comme esclave pour aller chez lui et accomplir sa vengeance. Et une fois qu'il y est, il accomplit une vengeance absolument atroce en plusieurs étapes. Et tout du long, il est accompagné de visions. Et le film, d'ailleurs, commence sous l'égide d'Odin, qui est l'un des premiers mots dits dans le film. Hear me, Odin, all father of the gods. Summon the shadows of ages past, when the thread-spinning Norns ruled the fates of men. Alors, c'est un film que je n'avais pas vu à sa sortie en 2022. J'avais été un peu découragé par le marketing un peu caricatural qui renvoie à l'imaginaire le plus commun des Vikings, et j'ai découvert quelque chose qui m'a paru plus subtil, plus intéressant en réalité. Alors c'est un film qui a évidemment mis en émoi l'immense communauté, on pourrait dire vikingophile en ligne. Il y a des dizaines de vidéos avec des experts plus ou moins autoproclamés pour dire à quel point c'est entre guillemets vrai ou pas vrai. Et ici je pense que ce qui nous intéressera, c'est moins cette question de l'exactitude factuelle, mais plutôt de considérer que une œuvre comme celle-là est bonne à penser pour ce qu'elle dit du passé, pour ce qu'elle montre du passé, décalage inclus. Alors du coup, je commence par vous demander peut-être votre sentiment sur le film, en commençant par Victor Barabino, qui l'a vu chronologiquement le premier de nous tous, puisque vous l'avez vu au cinéma. Oui, c'est vrai, je l'ai vu au cinéma. Ça m'a laissé une grande impression, une belle ambiance de film, avec des couleurs très recherchées. Bon, toujours un peu sombre, pour les périodes anciennes, on a rarement des couleurs vives, mais bon, l'Islande parfois a ajouté du vert dans tout ça. Donc, ouais, du vert et puis de la lave en fusion. Donc il y a quand même des éclats de couleurs. Exactement, mais un très beau film pour commencer. Ensuite, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait plus de subtilité dans la représentation du monde viking, mais on va avoir l'occasion de fouiller tout ça dans l'entretien. Lucie ? Alors moi je suis un petit peu plus partagée. Alors je ne l'ai pas vu au cinéma, mais sur petit écran. Alors un petit peu comme vous André, j'avais été rebutée pour aller le voir au cinéma. Parce que les bandes annonces étaient très violentes et de fait le film est très violent et c'est un des aspects sur lequel j'ai un petit peu de mal, avec des longueurs aussi, mais comme vous l'avez tous les deux dit, il y a quand même des choses intéressantes et je trouve que finalement si on dépasse finalement les attendus un petit peu lourdingues sur les Vikings, il y a des choses effectivement sur lesquelles on va pouvoir discuter. Il y a une ambiance. Pour moi c'est un film d'ambiance plus finalement qu'un film d'action et le filtre gris qu'évoquait Victor, c'est intéressant parce que... Sépia. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on dénonce un peu ou qu'on critique dans les films en disant « Ah, c'est du Moyen-Âge, donc c'est toujours gris ». Oui, mais là, je pense que ça a été réfléchi et ça contribue aussi à cette ambiance, à cette espèce d'atmosphère un peu brumeuse autour du héros qui est un viking. Mais ça, on peut peut-être le dire dès le départ aussi, c'est quand même un mot qui n'est jamais prononcé, sauf erreur de ma part, de tout le film. Et d'ailleurs, il n'est pas dans le titre. Et c'est très intéressant, le film, c'est The Northman. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme dans les sources en latin, c'est le Nordmanus, c'est l'homme du Nord. Donc on a soigneusement évité le mot de viking. Il n'empêche que c'est un film de viking.
Alors c'est un film de viking et moi ce qui m'a quand même beaucoup plu dans le film, même s'il y a cette violence effectivement par moments assez insoutenable à l'écran, et encore je l'ai pas vu non plus au cinéma, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que c'est un film, je pense, qui peut se lire à plusieurs degrés. Et visiblement il a eu une réception du côté des amateurs de vikings et de gros biceps, et on pourrait le lire comme un film mascu, viriliste, d'exaltation de la violence, mais il me semble que le film dit autre chose, notamment parce que si on révèle tout de suite un élément de la quatrième partie du film, c'est que c'est une violence qui est totalement déçu et désappointé. On a un personnage qui, pendant 75% du film, répète de manière obsessive qu'il va venger son père, sauver sa mère et tuer son oncle. My fate has brought me here to find what was stolen from me. And what is that? A mother, a father, a kingdom. Et en fait, sa mère n'a pas du tout envie d'être sauvée. Et en fait, il se fourvoie complètement, cette espèce de vengeance obsessionnelle qu'il a. En fait, il se trompe. L'homme dont il veut se venger, en fait, est un meilleur homme que ne l'était son père. Cette femme, sa mère, en fait, lui dit qu'il se fourvoie et il est trahi alors même qu'il pensait accomplir une grande vengeance. Donc, le film déjoue nos attentes sur ce plan-là. Et moi, ça m'a plutôt intéressé de montrer que cette violence, elle est vaine, au fond, et qui dénonce finalement quelque chose d'assez vain dans ce personnage, dans son obsession, dans cette quête. Il y a quelque chose qui tourne pas. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un film de viking shakespearien. Voilà, parce que bon, Hamlet bien sûr, mais on reproche de Shakespeare dans ce film vraiment l'ambivalence du protagoniste principal entre désir de vengeance et en fait hésitation permanente, manque d'héroïsme, voilà. Donc en effet, la vengeance est déçue et la violence est sans but en fait. Alors justement, Victor, je vais peut-être vous relancer sur ce point parce que vous avez donc coécrit avec Alban Gauthier dans la revue Source un texte paru en janvier 2025 en ligne, Hamlet le guerrier de Saxo Grammaticus à Robert Eggers. Donc depuis cet auteur du XIIIe siècle jusqu'à ce cinéaste du XXIe, en passant par différentes incarnations, vous montrez qu'il y a une source commune à Shakespeare et à Robert Eggers, mais ils en font absolument pas du tout la même chose. Oui, en fait, l'histoire d'Hamlet est une vieille histoire. En fait, on ne sait pas exactement à quand elle remonte, très précisément, mais on peut au moins donner plusieurs jalons principaux. Il y a bien sûr Shakespeare à la fin du XVIe siècle, mais avant Shakespeare, il y a la légende telle qu'elle a été racontée par un Danois qui s'appelait Saxo Grammaticus, qui a vécu entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle, et qui est l'auteur de ce qu'on appelle les Gesta Danorum, la geste des Danois, qui est une de nos principales sources sur l'histoire du Danemark ancien. Quand bien même c'est une source narrative et littéraire à bien des égards. Et en effet, on y trouve plusieurs passages sur l'histoire d'Hamlet, un certain Hamletus, comme l'appelle Saxo Grammaticus, entre le livre 3 et 4 des Gesta Danorum. Alors il faut dire, ça s'entend évidemment pas parfaitement à l'oral, mais que le film comme Saxo utilise la forme A-M-L-E-T-H plutôt que la forme plus connue dans la pièce de Shakespeare. Oui, en fait, je crois que le film a voulu ici rendre hommage peut-être à l'inspiration médiévalisante du personnage, qui est lui-même une sorte de réception médiévaliste déjà à l'époque de Saxo Grammaticus, puisque en fait c'est un personnage dont on trouve des échos déjà dans des récits de l'Antiquité. C'est un personnage réel, Hamlet, ou pas? Est-ce que c'est un peu comme le roi Arthur, c'est-à-dire il y a pu y avoir un support réel, mais on en a fait un personnage de fiction en quelque sorte? Disons qu'on trouve le schéma, le pattern narratif dans beaucoup de récits anciens, que ce soit donc la vengeance envers l'oncle, le fait de défier une autorité politique, etc. On peut renvoyer ici à l'histoire de Brutus, telle que racontée par Tite-Live et même surtout par Valère Maxime, au 1er siècle de notre ère, donc, qui raconte l'opposition de ce Brutus à Tarquin, le roi de Rome, et donc qui en fait là le fondateur de la République romaine, ou l'un des fondateurs. Et bon, c'est une histoire comme ça qui traîne, disons, dans l'Occident, jusqu'à ce que Saxo s'en empare et en fasse une légende danoise. Avec un élément intéressant que vous pointez aussi dans l'article, c'est que dans Saxo Grammaticus, il y a évidemment tous ces marqueurs liés à l'espace nordique qui sont
considérablement affadi chez Shakespeare et surtout dans les adaptations scéniques et cinématographiques de Shakespeare où le monde scandinave n'est plus qu'un décor très lointain et parfois un décor même absent, c'est transposé dans un autre univers. Il y a quelques noms qui traînent, mais Shakespeare a pris Claudius, Polonius, des noms qui ne sont pas des noms nordiques. Et Robert Eggers, lui, il revient complètement à ces marqueurs, vous dites, de septentrionalité qui étaient dans le texte du XIIIe siècle. Oui, septentrionalité ou même un terme qu'on emploie de boréalisme, c'est-à-dire que on recrée en réalité un Nord fantasmé. C'est pas le Nord tel qu'il existait à l'époque des Vikings, mais c'est le Nord tel qu'on se l'imagine. Alors le Nord avec de la neige, avec aussi la violence, tout ce qui va avec. Qui d'ailleurs j'ai quand même repris un peu le passage de Saxo. C'est pas du tout un passage violent en fait. Donc là aussi il y a une grosse évolution. Il y a la volonté de transposer ça dans l'univers des Vikings. Ça se voit aussi à l'équipe qui a été monté autour de Robert Eggers, avec notamment le conseiller historique qui est Neil Price, qui n'est pas n'importe qui est un des grands noms actuellement de l'histoire des Vikings, mais qui est surtout à l'origine archéologue. Ça explique aussi la grande attention, on va en reparler, mais à tout ce qui relève de la reconstitution, mais qui est aussi quelqu'un qui est particulièrement intéressé par toutes les questions de rites, de croyances, et notamment tout ce qui touche à des pratiques, on va dire, un peu chamaniques. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans le film. Il y a vraiment la patte de Neil Price dans ce film. Oui, c'est pas du tout une adaptation textuelle de Saxo Grammaticus, mais c'est à partir d'un personnage qu'il mentionne et que Shakespeare a repris à sa façon, une réinterprétation complète qui amalgame des éléments vikings, des éléments issus de la recherche, des éléments textuels. Peut-être une question sur le contexte du film. Le film s'ouvre sur un carton qui nous dit qu'on est dans l'Atlantique Nord et il est censé se passer en 895. Alors, Lucie Malbos, comment vous interprétez le choix de ce moment historique qui à la fois a du sens dans le cadre viking et qui n'est pas forcément, ou même pas du tout, celui du texte original. En réalité, j'avais même oublié le carton initial. En réalité, je crois que ça n'a aucune importance. Le seul élément de contexte, c'est finalement la colonisation en Islande, parce que c'est effectivement ce qu'on voit dans la partie centrale du film, mais finalement ça pourrait se passer au début de la période viking, à la fin de la période viking. On est un peu dans une espèce d'atemporalité, ce qui correspond aussi à l'image qu'on a des Vikings, qui sont souvent un peu déconnectés de leur contexte historique. Oui, et d'ailleurs, chez Saxo Grammaticus, on n'a pas forcément cette violence, comme l'a souligné Lucie, mais par contre, on a dans d'autres sagas qui reprennent le personnage Amlethi, comme on dit en vieux norrois, plus d'aspects guerriers et de violence proprement martiale. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le film joue sur une intertextualité des sagas, avec énormément d'éléments qui, sans venir de Saxo, reprennent des archétypes que d'ailleurs des auteurs anciens ont pu répéter d'un texte à l'autre. J'en ai noté en préparant l'émission cette image qui était, je crois, dans la bande-annonce, qui est très visuellement forte, du guerrier qui attrape une lance au vol qui lui est adressée, qui la retourne et qui la renvoie à l'envoyeur. Eh bien, c'est apparemment dans la saga de Niall le Brûlé, où il y a un personnage qui fait exactement le même geste, et donc on voit qu'il y a plein de moments dans le film où une situation, un détail provient en fait d'un texte qui est autre et qui fait partie de cet univers plus large de l'imaginaire scandinave. Oui, là, il est vraiment intéressant de voir que Robert Eggers est allé lire des sagas, je crois, vraiment au-delà seulement de Saxo Grammaticus. Lui et son co-scénariste, sans doute. Voilà, lui et Sion, et peut-être avec l'aide de Neil Price, évidemment, ont été lire, je pense, au moins la saga de Rolf le Kraki. On a une bande de 12 guerriers fauves dans cette saga et qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le film. On a également des références possibles à la saga de Snorri le Godi, avec des rites, différents cycles de vengeance. Voilà, donc il est certain que Saxo seul n'est pas l'inspiration des auteurs de ce film et qu'ils vont tirer de tout un arrière-fond scandinave et surtout norrois une littérature qui les inspire pour créer un personnage bien violent et bien adapté au film de Viking, pour reprendre une expression de Kevin Harty qui avait consacré un livre en 2014 au film de Viking, comme on les appelle. Alors un élément qui frappe quand on regarde le film pour la première fois, c'est que
ça déjoue certains de nos présupposés, notamment du point de vue des prononciations, puisqu'on s'attend à parler de guerriers qui vont au Valhalla, et là il est question de Valhall. Et donc quand on entend ça, on se dit, tiens, ils ont fait exprès, c'est pas par hasard, ils ont fait exprès, ils ont fait attention à quelque chose. Alors, du point de vue des noms qui sont employés, du point de vue des prononciations, Lucie Mabos, qu'est-ce que ça vous a évoqué? Oui, alors il y a un jeu, alors bien entendu le film est en anglais, puisqu'il ne pouvait pas être intégralement en norrois, et donc il y a un jeu durant tout le film pour essayer de trouver un équilibre finalement entre la petite part de nordicité qu'on va pouvoir introduire en prononçant quelques mots un peu emblématiques comme Valhall, effectivement, plutôt que Valhalla, et en même temps même l'introduction de passages en norrois. Il y a certains rituels, certaines malédictions qui sont prononcées intégralement en norrois. Pour donner cette impression que finalement on est dans ce monde-là. Alors Egger, c'est pas le premier à faire ça, hein. Ça avait été fait aussi dans la série Vikings où on voit des personnages parler dans différentes langues, et puis quand il faut faire avancer l'intrigue, on repasse en anglais parce que quand même il faut que tout le monde puisse comprendre. On a rapidement évoqué les prénoms tout à l'heure, ça se voit aussi au niveau des prénoms. On a évoqué Hamlet, Hamletus, mais on le voit sur d'autres prénoms. Le prénom de la mère d'Hamlet est intéressant puisque je suis allée voir chez Saxo, c'est Geruta, ce qui sonne bien germanique. Les Scandinaves sont des germaniques, mais ça sonnait probablement pas assez nordique. Et donc, c'est devenu Gusrun dans le film, qui est effectivement un prénom qui existe, qu'on retrouve dans des sagas, et qui a une consonance peut-être un petit peu plus nordique que Geruta. Donc, il y a ainsi là aussi, c'est comme les éléments piochés dans les sagas, on va aller piocher des prénoms dans différentes sagas. C'est le cas de Fjölnir aussi, qui n'est pas du tout le nom de l'oncle chez Saxo, mais qui est un personnage qui existe dans d'autres sagas. Ça sonne un peu nordique, et donc voilà, on met un peu tout ça dans le shaker pour faire ce film. Avec notre personnage principal, dont le vrai nom est Hamlet, mais comme il doit se dissimuler pour accomplir sa vengeance, il se présente en tant qu'esclave en dissimulant plus ou moins qui il est, et plus ou moins pourquoi, parce qu'il choisit comme nom Björnulfr, ce qui veut dire l'ours-loup, et donc c'est déjà un peu menaçant, et d'ailleurs quand on l'achète comme esclave, ou quand on le choisit comme esclave, son oncle qui ne le reconnaît pas dit « Attention, tu es fort comme un ours, mais si jamais tu veux me tromper comme un loup, je t'abattrai moi-même. » Donc là, bon, évidemment, c'est une mise en scène symbolique, prémonitoire, mais c'est un nom qui n'est pas du tout choisi au hasard. Non, en plus, il rassemble les deux types de guerriers fauves. Les berserkers, dont une des étymologies possibles est les fourrures d'ours, ou les peaux d'ours, ou les chemises d'ours, et les Ulfethnar, équivalent les chemises de loup, ou quelque chose dans ce style-là. Bon, les étymologies des guerriers fauves sont compliquées, mais en tout cas, les deux animaux, là, le loup et l'ours, correspondent bien aux fauves qu'on trouve normalement chez ce type de guerrier. Ce qui d'ailleurs conduit à souligner que c'est un film qui joue beaucoup sur le lien entre le personnage principal et le monde animal, puisque aussi bien dans ses visions que dans la réalité, on le voit en permanence associé à des bêtes, un corbeau qu'il associe à son père qui est dit le corbeau de guerre, Orvandil, War Raven, et puis il y a également des chiens avec lesquels il aboie. À un moment, il y a un chien qui est sur le point de le mordre, il lui montre les dents, et en fait, il devient le chef de la meute, en quelque sorte. Bon, voilà, c'est un film qui est entièrement traversé par l'idée de l'association entre cet homme et ses animaux, et des animaux qui sont des animaux guides, des animaux totémiques. Enfin, voilà, il joue beaucoup sur ces représentations-là. Là aussi, il y a la volonté de retrouver cette importance des animaux dans la culture scandinave. Hein. Effectivement, il y en a partout, dans tous les mythes, dans toutes les croyances. Victor évoquait les berserkers, mais on a des grandes figures divines, le serpent qui entoure le monde, Jormungand, le loup Fenrir, les corbeaux, ça renvoie aux corbeaux d'Odin, hein, les deux corbeaux qui renseignent Odin sur ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Donc les animaux sont très présents dans l'univers scandinave, et on retrouve ça justement dans le film. Oui, puis un élément que je n'ai pas évoqué dans l'article, c'est qu'ils ont pu peut-être lire un peu de poésie skaldique. C'est une poésie donc typiquement scandinave, en vieux norrois, qui a été composée entre les 9e et 11e siècles à peu près. Et dans cette poésie, on trouve de nombreux surnoms à base d'animaux qui vont venir qualifier de façon élogieuse des guerriers, des chefs de guerre victorieux, puisque ces poèmes ont une visée d'éloge principalement. Et donc au tout début du film, Orvandil rentre de raid et qu'on l'acclame War Raven, c'est vraiment une sorte de poème skaldique déclamé à ce moment-là.
Oui, et c'est ça qui finalement, voilà, moi que je trouve très réussi dans le film, c'est que c'est un film qui est en tension entre des marqueurs d'authenticité, aussi bien dans les noms, dans les vêtements, etc. Et puis le fait d'assumer un imaginaire et d'assumer de ne pas représenter une histoire réelle dans le monde réel avec des personnages réels, mais de représenter des archétypes. Et c'est comme s'il filmait, ou s'il voulait filmer un mythe, s'il voulait filmer quelque chose de l'ordre du mythe, mais de l'ordre du mythe dont les soubassements matériels seraient des objets, des vêtements aussi réalistes que possible d'après les données archéologiques. Oui, je pense qu'on est littéralement dans un film fantastique, c'est-à-dire au sens premier de fantastique où on ne sait plus où passe la frontière entre la réalité et le rêve, l'illusion, la vision. Et on a effectivement tout à fait ça. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui, alors, nous, au XXIe siècle, on a une séparation très nette entre ce qui relève de la réalité et ce qui relève de l'imaginaire. C'est probablement moins clair pour les Scandinaves de l'époque. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les sagas, cette espèce d'ambiance avec des scènes emblématiques qu'on retrouve dans le film. Par exemple, l'ouverture d'une tombe et le combat contre un mort-vivant, ce qu'on appelle un droger dans les sagas. Bon, pour nous, c'est quelque chose de purement fantasmé, imaginé. C'était peut-être plus complexe que ça dans les mentalités, dans les croyances des anciens Scandinaves. Donc là aussi, je pense qu'il y a cette volonté de brouiller un peu les frontières, un peu à la façon d'une saga, finalement. Alors sur ce point, justement, vous en parlez dans l'article, de ce combat contre le drogueur, c'est dans la saga de Grettir. Dites-vous que la scène, c'est de là que la scène viendrait principalement. Quand on regarde la séquence, elle est très intéressante, puisqu'on peut l'interpréter de plusieurs façons. On peut tout à fait imaginer que dans cette tombe, il a trouvé une épée, cette épée était sur un corps, il a pris l'épée sur le corps, et le combat qui se déroule pour prendre cette épée à celui qui était son propriétaire, ce mort-vivant, ça peut tout à fait être un combat que montre réellement le film, comme un combat qui est purement dans la tête du héros, qui imagine que pour prendre l'épée, il a dû faire ça parce que ça correspond à sa vision du monde ou à une vision qu'il a reçue. Et le film ne nous dit jamais à quel moment on est dans la réalité, dans la fiction, dans le rêve. Il nous montre ça, il nous dévoile en fait une sorte de paysage intérieur du personnage, sans jamais nous inscrire de manière ferme, ni à l'extérieur ni à l'intérieur, mais en disant c'est comme ça que ça fait sens pour lui, en quelque sorte. Oui, je crois que c'est là que c'est un peu shakespearien et psychologique. En effet, très belle interprétation. J'avais pas pensé forcément à cela en écrivant l'article. Moi, je pensais plutôt à l'épisode d'effectivement ce combat avec le Draugr qui permet de récupérer une épée ayant appartenu ou en tout cas étendant l'héritage du père pour se venger de l'oncle. Donc, on est totalement dans le même cas de figure. L'épée est très intéressante d'ailleurs parce que c'est une épée qui est ancienne, c'est une épée qui est plus ancienne que les Vikings, c'est une épée de la période de Vendel et donc c'est pas un hasard, c'est pas une erreur à mon avis. Il y a la volonté de dire c'est une épée ancienne qui s'est transmise et ça c'est quelque chose qu'on a dans les sagas, on réouvre la tombe pour aller chercher l'épée ancestrale transmise de génération en génération. Oui, et l'épée qui a presque sa propre volonté parce qu'il y a un moment où l'ami du héros est menacé et il essaie de dégainer son épée, le fourreau résiste et il peut pas accomplir sa vengeance à ce moment-là et donc c'est comme si l'épée était aussi un personnage à sa façon. Oui, et là aussi c'est quelque chose qui correspond aux sagas et en fait plus largement à la culture germanique. L'épée c'est pas n'importe quelle arme, c'est une amie, c'est un compagnon et donc elles ont un nom souvent. Alors ici d'ailleurs il y a un jeu, elle s'appelle Draugr, ce qui renvoie normalement au personnage du mort-vivant. Elles ont un nom donc ce sont des objets personnifiés presque, oui effectivement. Et c'est l'occasion d'avoir une pensée pour le regretté Martin Aurel qui a dans l'un des derniers livres porté sur les épées et sur toute la symbolique de l'épée et on l'avait reçu à ce micro pour en parler, c'est quelqu'un qui avait qui justement a bien expliqué, je crois que l'expression ami vient de lui d'ailleurs, de mémoire, de mes lectures de son ouvrage. Très bel ouvrage. Alors on peut peut-être dire un mot, même si pour les gens qui sont vraiment fans de ça, il faut plutôt aller sur YouTube pour voir quel vêtement est fait correspondant à quelle source, etc. etc. Mais malgré tout, ce souci d'avoir des marqueurs d'authenticité, il est visible effectivement dans l'univers matériel dans lequel on évolue. Des vêtements qui indiquent un statut social, il y a des vêtements très richement ouvragés, très, très riches, des grosses étoffes, des fourrures, et puis des esclaves qui ont une simple tunique, il semblerait de lin, quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup moins décoré. Des outils, des armes, d'après ce que disent les spécialistes, qui sembleraient plutôt plausibles. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Eh bien, en effet, il y a un souci d'exactitude et je crois qu'on l'a souvent souligné pour ce film, peut-être un peu beaucoup, même au bout d'un moment, à force de le souligner, on commence aussi à voir les défauts. Mais c'est vrai que Neil Price a fourni, semble-t-il, une documentation très abondante en ce qui concerne
les vêtements, les armes et différents objets de la vie quotidienne. Il a fourni des photographies en grande quantité au réalisateur et le réalisateur a été très scrupuleux, semble-t-il. Et cette documentation venait surtout de l'archéologie funéraire, dont Neil Price est un des grands spécialistes. Pour l'époque viking, il a notamment interprété la célèbre tombe de Birka 581, Belgique 580, qui contient donc la prétendue guerrière viking de Birka. Et donc on a un décor qui est, j'allais dire, presque morbide, puisque la plupart des objets sont des objets funéraires et ils sont donc littéralement habillés en cadavres, hein, les uns et les autres, pour la plupart. Je voulais revenir aussi sur cette histoire d'épée. Il me semble qu'il y a une épée qui a fait un peu sensation dans le film qui s'appelle Nightblade. Elle a été surnommée comme cela par le réalisateur et aussi, il me semble qu'elle est entrée un peu dans la légende du film ensuite pour le public sous ce surnom. Et c'est une épée assez intéressante puisqu'elle est gravée de runes. Hein, la lame est gravée de runes. Alors ça, il faut quand même signaler que pour l'époque dont on parle, le 9e, 10e siècle, c'est tout à fait inhabituel. Hein, les inscriptions, il y en a beaucoup sur les lames des épées, mais elles sont en alphabet latin. Quasi exclusivement. On n'a guère que l'épée de Cawood, qui date du Xe siècle, qui peut-être contiendrait une gravure en runes, mais c'est tout à fait sujet à caution. En plus, on y a lu une svastika, donc je vous laisse imaginer les débats par la suite. Et en fait, les épées que l'on trouve avec ce genre d'inscription runique, on les trouve pour des époques assez tardive finalement, hein, post-viking, donc 12e, 13e siècle. J'avais noté d'autres épées, mais voilà, si les auditeurs sont intéressés, il n'y a qu'assez peu de cas hein, d'épées gravées de runes sur la lame, parce que j'insiste, il y a des épées avec des runes sur le pommeau. Ça c'est vraiment assez courant. Les lettres runiques ayant aussi étant associé à des notions, des concepts, voire des vertus, hein, il était possible de les mettre sur le pommeau là où la main est au contact direct de l'épée, mais sur la lame c'est assez rare, voire même inexistant. Un dernier élément peut-être de cette reconstitution matérielle qui est original et qui a fait beaucoup discuter, qui a participé un peu de la réputation du film, c'est ce jeu auquel des personnages s'adonnent au milieu du film, lorsque on est en Islande et que voilà, notre héros est l'un des esclaves de ce chef islandais qui est son oncle dont il veut se venger, mais c'est un des chefs qui sont en compétition sur l'île, et cette compétition elle est transposée par une confrontation entre guillemets sportive. Alors je ne sais pas comment il faut dire, le Knatlerk, quelque chose comme ça, un jeu avec des cannes, des crosses et des balles et des poteaux. Oui. Alors effectivement, c'est un bon exemple parce que ça permet quand même d'ajouter, alors Victor a tout à fait raison, hein, tout ce qui relève des vêtements, des armes, ça provient des tombes, et pour beaucoup des tombes de Birka effectivement, mais il n'y a pas que cela, il y a aussi le décor, les bâtiments, l'intérieur des bâtiments, et il y a effectivement aussi notamment ce fameux jeu. Alors là pour le coup, je ne crois pas que l'archéologie soit vraiment venue à l'appui, c'est un jeu qui est mentionné dans quelques sagas, dont en réalité j'ai eu l'impression, j'ai un peu fait quelques recherches, mais j'ai eu l'impression qu'on ne connaît pas les règles exactes. Ce qui ressort visiblement des sagas, c'est que c'est un jeu qui pouvait être violent, voire très violent, parce que les contacts n'étaient pas interdits. Et donc, à partir de là, tout est un petit peu possible, tous les coups étaient peut-être permis, et c'est ce qui rend ce jeu aussi intéressant dans l'optique du film, hein. Et d'ailleurs, la partie est assez musclée. Alors d'ailleurs, une partie qui peut peut-être nous permettre de dépasser ce côté exactitude matérielle pour arriver sur un certain nombre des thèmes du film et des choses, encore une fois, que je trouve intéressantes dans le film, c'est que c'est un film qui nous décrit des sociétés prémodernes, scandinaves, mais pas seulement d'ailleurs, parce qu'un certain nombre des situations qui sont posées, que ce soit l'esclavage, que ce soit les conflits de succession, que ce soit qui va succéder au père, est-ce que c'est le fils naturel, le demi-frère, le fils du premier lit, etc. En fait, c'est des questions qui se posent dans énormément de sociétés de ces époques, nordiques ou pas. Et du coup, Hamlet, c'est l'héritier renié, l'héritier qu'on a voulu évincer, et à sa place, il y a deux héritiers possibles, puisque son oncle Fjolnir, il a deux fils, un fils d'un premier lit,
un second fils, et on comprend que c'est pas simple et que tout ce petit monde cohabite avec un enjeu que tout le monde a en tête, c'est voilà, qui est le fils du chef, qui lui succédera, comment, c'est bien mis en scène dans le film. Oui, alors en réalité, qui est le fils du chef n'est pas la vraie question. Parce que le mode de transmission est beaucoup plus complexe dans le sens où il n'y a pas de primogéniture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de privilège au fils aîné, et en réalité il n'y a même pas d'ordre de succession clair dans les sociétés scandinaves, en fait dans les sociétés germaniques dans leur ensemble. Ce qui veut dire que finalement l'oncle, ou le frère, peut prétendre en réalité au même titre que le neveu, que le fils. Et c'est ce qu'on voit finalement là aussi dans il est juste pas censé tuer son frère. Voilà. Oui, mais ça permet d'accélérer un petit peu les choses. Et donc, c'est aussi ce qui rend ces situations terriblement conflictuelles. Finalement, c'est souvent le droit du plus fort ou le droit du plus riche qui parvient à s'imposer. Donc ça, on le voit effectivement bien dans le film. Le fait d'être le fils de son père ne suffit pas pour être l'héritier, finalement. Oui, l'un des grands débats de l'historiographie scandinave, c'est quand est-ce qu'on a une loi de succession claire dans les royaumes scandinaves. C'est assez tardif, c'est évidemment après la période viking, et donc durant toute la période viking, nous avons des chefs, des roitelets comme on les appelle parfois, et puis aussi des jarls, etc., qui se disputent le pouvoir sur différents petits territoires, plus ou moins d'ailleurs petits ou grands, et sans loi de succession claire, on a effectivement des querelles successorales très longue et très très compliquée. Et un roi n'est jamais assuré de pouvoir conserver son pouvoir. Il y a des rois déclassés, comme on le voit en fait dans le film aussi, puisque finalement Fjölnir, une fois qu'il a tué son frère, ne reste pas roi très très longtemps. Ça on le voit pas, on le réapprend que plus tard dans le film, quand justement le héros le retrouve, il ne retrouve plus un roi, il retrouve un fermier au fin fond de sa ferme, dans une colonie au fin fond de l'Islande. Alors ça, c'est l'autre élément extrêmement frappant du film, c'est ce quotidien, où c'est presque un tiers du film, où la violence s'efface, il y a des séquences très violentes au début et très violentes à la fin, et entre les deux, il y a un moment un peu suspendu, où on est dans le quotidien d'une colonie scandinave en Islande, avec sa hiérarchie sociale, ses esclaves, sa production textile notamment, et là, moi, je veux dire, j'ai entièrement marché. J'ai été assez saisi par la façon dont un quotidien non spectaculaire du monde médiéval pouvait être mis en scène, et en particulier la représentation de l'esclavage. Alors peut-être qu'on viendra sur le raid esclavagiste, mais une fois qu'on y est, il y a des esclaves masculins, féminins, avec une répartition des tâches, avec des gens plus ou moins costauds à qui on fait faire des choses. Et puis avec en même temps toujours un peu cette angoisse des maîtres qui savent qu'ils sont moins nombreux que les esclaves et que donc il y a des modes de contrôle à mettre en place, symboliques et pratiques à mettre en place pour que les choses se passent bien. Ouais, et là en fait le film continue à puiser dans les sources scandinaves, mais il va puiser dans un autre corpus qui est assez différent du corpus des sagas. Là on va plutôt puiser dans ce qu'on appelle le livre de la colonisation ou le livre et le livre des Islandais, qui sont les deux principales sources pour les installations en Islande. On n'est plus dans l'univers littéraire fantasmé épique qu'on peut avoir dans les sagas. On est vraiment dans l'installation des colonies en Islande avec la description de certaines activités quotidiennes. Alors, pas dans le détail qui permet ensuite de retracer tout ce qui a été fait dans le film, mais il y a un certain nombre de choses qui ressortent. Et il y a notamment cette place des esclaves qui revient régulièrement dans ces deux textes, où on voit que les esclaves sont présents, sont nombreux, et puis peuvent aussi poser des problèmes. Alors, à différents niveaux. C'est l'esclave qui, effectivement, risque d'avoir des velléités d'indépendance. C'est aussi l'esclave du voisin qui a été tué, et donc ça va déclencher un conflit. Donc, à tous les niveaux. Et donc, les esclaves sont vraiment au cœur d'énormément de problématiques dans la vie en Islande, et puis surtout, sont aussi centraux pour faire tourner l'économie. Oui, on parle de trælir ou thrall pour nommer les esclaves dans les sources. Donc c'est une catégorie sociale qui est assez importante à l'époque, donc qui fait l'objet d'un commerce, comme vient de le dire Lucie, c'est-à-dire qu'elle tient une grande importance dans l'économie viking, si on peut l'appeler comme ça. La plupart des esclaves étaient ramenés des îles britanniques et d'Europe de l'Est également, dans le monde scandinave. Alors ensuite, le transfert vers l'Islande, c'est encore autre chose, mais c'est effectivement bien raconté dans le livre de la colonisation et le livre des Islandais. Alors il y a un moment, qui était sans doute le moment pour moi le plus éprouvant du film, à peu près à la première demi-heure du film, où, et c'est d'ailleurs le moment paradoxal, parce que je pense que là aussi ça joue sur plusieurs publics. Il y a un public qui a pu être séduit par les scènes de violence de l'assaut d'une citadelle
on va dire en Russie du Nord. Voilà, on a des Vikings qui ont remonté en navire à rame un fleuve et puis qui accostent près d'une implantation, près d'un village fortifié. Ils prennent d'assaut le village. Et ça peut à la fois se lire comme une scène d'action exaltante, mais en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus dur que ça. C'est vraiment une scène de raid esclavagiste, d'une extrême violence, avec des parents séparés de leurs enfants, des esclaves capturés, enchaînés, d'autres qui sont massacrés purement et simplement parce que économiquement ils ne seront pas rentables. Et on voit que pour une partie de ces Scandinaves, ceux qui faisaient des raids vikings, c'était une économie de prédation extrêmement violente sur les sociétés avoisinantes. Oui, on a souvent en tête, quand on parle des raids vikings, le butin avec des métaux précieux et des objets de luxe. Voilà, les monastères. Oui, voilà, les monastères avec les reliquaires, les crucifix en or et que sais-je. C'est vrai, mais une grosse partie du butin est en réalité sous forme humaine. Et ça, on l'a aussi dans les sources occidentales. Hein. Quand les annales nous racontent des raids, il est fait mention, il y a quelques chiffres, alors qui valent ce qui valent, mais il est fait mention parfois de plusieurs milliers de gens qui sont emmenés. Alors, c'est un grand mystère, ou plutôt on n'a qu'une facette dans les annales. Ils sont emmenés, on les voit monter à bord des navires et puis ils disparaissent, on ne sait pas pour où, pour quelle destination et dans quel objectif, mais ils viennent effectivement alimenter des flux très importants qu'on a du mal à évaluer, mais on a une petite idée, notamment avec le très très grand nombre de monnaies arabes qu'on a retrouvées en Scandinavie, les dirhams. On se pose la question en fait de l'usage de ces monnaies, qu'est-ce qu'elles ont servi à acheter, très vraisemblablement des esclaves. Et quand on voit les milliers de dirhams qui remontent en Scandinavie, on se dit qu'effectivement, si c'est associé à un trafic d'esclaves, il y a énormément d'esclaves qui sont redescendus, alors du coup, à travers les territoires russes, justement, jusqu'au monde méditerranéen, puisque les deux principaux demandeurs d'esclaves de cette époque, c'est Bagdad et c'est Constantinople. Oui, et là-dessus, on peut se demander si les auteurs du film sont allés lire, et je crois que ça ne serait pas très étonnant, la chronique des temps passés de Nestor, qui raconte l'histoire de la Rousse kievienne, ou la Rousse tout court d'ailleurs, puisqu'on évite désormais de la qualifier de kievienne, et également peut-être des récits de voyage des auteurs arabo-musulmans, tels qu'Ibn Fadlan, dans sa Risala du début du Xe siècle, qui décrit les populations rousses ou bien scandinaves, c'est difficile de les distinguer à cette époque du fleuve Volga. Avec un monde de l'esclavage qui est montré à la fois comme complètement dominé, mais en même temps avec une forme d'altérité. Ce sont des esclaves chrétiens. Alors peut-être pas tous, mais il y a quand même plusieurs moments où c'est dit par les personnages, et puis on les voit faire des signes de croix par moment. Et du coup, le film joue beaucoup sur cette idée qu'il représente un monde scandinave totalement pré-chrétien. Lui, tous les personnages nordiques n'ont pas de lien avec le christianisme, ou en tout cas le rejettent explicitement, mais ils sont confrontés à travers leur trafic d'esclaves à un monde chrétien, et ça met en scène un peu un clash, un affrontement culturel, religieux qui est en filigrane dans le film. Oui, alors là, c'est probablement l'aspect un peu trop poussé, je pense, du film, parce que à certains égards, c'est vrai qu'il y a des esclaves chrétiens qui ont même pu jouer le rôle de passerelle, finalement, de trait d'union, en apprenant par exemple la langue, ou en faisant découvrir les pratiques chrétiennes aux Scandinaves. Mais je ne pense pas qu'il y ait justement cet affrontement, et surtout ce bloc. D'un côté, le bloc scandinave païen, et de l'autre, le bloc esclave chrétien. On l'a dit tout à l'heure, on est censé être à la toute fin du 9e siècle. À la toute fin du 9e siècle, c'est vrai que l'essentiel de la population scandinave est encore païenne, polythéiste, mais n'ignore pas en réalité le christianisme. Il y a déjà des échanges, il y a déjà des missionnaires qui sont arrivés en Scandinavie, il y a déjà des ports marchands qui commencent à accueillir des marchands chrétiens, donc il y a déjà des contacts entre ces deux communautés, y compris très vraisemblablement en Islande. Donc là, il y a une mise en scène de cette altérité religieuse qui n'est pas complètement fausse, mais est, à mon avis, poussée de façon un petit peu trop excessive. Oui, et je crois que là-dessus, l'épisode de, disons, christianophobie, où l'idole chrétienne est traitée comme une idole, et donc profanée en étant nommée une idole sur un arbre, ou quelque chose, un corps cloué à un cadavre cloué, bon, bref, une expression très violente pour qualifier le Christ.
Je crois que c'est un petit peu trop poussé, mais ça va à l'encontre de toute lecture chrétienne de la légende d'Hamlet, parce qu'il faut quand même souligner qu'il y a eu des lectures, ou plutôt des réécritures de la légende par des auteurs chrétiens, notamment François de Belforest, qui à l'époque à peu près de Shakespeare relit dans ses histoires tragiques l'histoire d'Hamlet sous un prisme chrétien qui est totalement absent ici du film. Je reviens un instant sur l'esclavage, parce que il y a un moment où Hamlet s'illustre en tant qu'esclave, il montre sa loyauté, il a protégé le fils de son maître, et du coup il est promu en quelque sorte, on lui donne des fonctions de commandement, on lui dit tu auras même une femme, tu auras le droit d'avoir une femme, mais tu ne perdras jamais ta macule servile. Est-ce que ces sociétés, elles étaient à ce point hiérarchisées? Est-ce que l'esclavage est une barrière infranchissable? Alors, il y a deux choses intéressantes là dans cette remarque. C'est déjà le fait que le bloc des esclaves est très hétérogène. En réalité, on s'imagine qu'effectivement, il y a le bloc des chefs, le bloc des hommes libres, le bloc des esclaves. Mais en réalité, chaque catégorie est beaucoup plus hétérogène. Et donc, il y a des esclaves qui ne valent rien et qu'on va pouvoir traiter comme des moins que rien. Mais il y a des esclaves qui ont de la valeur parce qu'ils ont des compétences. Il y a des esclaves qui acquièrent la confiance de leur maître et donc des responsabilités. Il y a des esclaves qui ont des fonctions d'intendant, par exemple. Donc ça, on le voit dans le film. En revanche, le fait qu'on naisse et on meurt nécessairement esclave, là aussi, c'est un peu excessif. Alors, les sources sont ce qu'elles sont pas très nombreuses, mais il y a quand même quelques traces, notamment une pierre runique, mais aussi d'autres mentions rapides qui laissent entendre que à certaines conditions, certains esclaves, donc c'est un nombre probablement limité, mais pouvaient retrouver leur liberté. Et en même temps n'acquéraient pas pour autant le même statut que les hommes libres de naissance. Ça restait une sous-catégorie finalement coincée entre les esclaves et les hommes libres. Le film joue beaucoup sur l'alternance du jour et de la nuit. Le jour, Hamlet travaille, il a la tête baissée, il est soumis, il joue son rôle d'esclave et il dissimule qui il est, comme Hamlet dissimule qui il est derrière une folie prétendue. Et puis la nuit, il devient actif, il devient un loup qui circule partout, et le film joue beaucoup là-dessus. Alors, est-ce que dans l'imaginaire scandinave, l'opposition jour-nuit a un sens fort? On sait qu'en plus, dans les régions septentrionales, ça peut être une opposition qui peut s'étaler sur des semaines ou des mois entiers d'alternance de ces moments. Est-ce que ça renvoie à quelque chose de structurant dans le monde scandinave? Oui, alors le monde scandinave, dans sa cosmogonie, est fait d'opposition entre des éléments qui peuvent être complémentaires, tels que le soleil et la lune, qui sont au commencement de l'univers. Et puis ensuite, il y a dans le Ginnungagap la fusion de la glace et du feu. Enfin voilà, il y a ce genre d'élément est repris dans le film aussi, avec la lave du volcan qui arrive sur cette terre de glace, littéralement, qui est l'Islande. Enfin voilà. Donc l'opposition de ces éléments est relue dans le film dans vous l'avez dit, la folie d'Hamlet ou d'Amlodi, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner ou la langue dans laquelle on veuille le nommer, sachant qu'il faut rappeler qu'en vieux norrois, Amlodi veut dire le fou ou bien l'idiot, enfin on ne sait pas, l'un des deux, l'idiot, le fou, et ça rejoint évidemment ce qu'en fera Hamlet quelques siècles plus tard, qui est tout à fait à la lisière entre feindre la folie et être réellement fou. Et c'est cette ambiguïté que l'alternance jour-nuit, à mon avis, exprime de façon symbolique. Alors c'est un film, on a commencé à le dire, qui est saturé d'éléments surnaturels liés à l'univers mythologique, à l'univers symbolique des Scandinaves. Il y a des choses qu'on a déjà évoquées, il y en a d'autres peut-être qu'on peut expliquer ensemble. Il y a notamment une figure qui revient plusieurs fois, et d'ailleurs c'est intéressant sous des formes différentes. Ça revient dans les visions de Hamlet, mais ça revient aussi sur le motif brodé, ou plutôt tissé d'un des textiles que portent ces femmes qui sont, voilà, on le voit, des brodeuses, des fileuses, dans cette petite exploitation perdue au fin fond de l'Islande, c'est l'arbre. L'arbre, comme un arbre de vie, où des personnages sont placés, et du coup, qui est une sorte d'arbre du destin. À quoi ça renvoie ? Alors là, c'est une référence très claire à Yggdrasil, qui est effectivement l'arbre-monde dans les croyances scandinaves, qui est à la fois celui qui relie les différents mondes, le monde des dieux, donc Asgard, le monde des hommes, Midgard, et puis les différents mondes des géants, les mondes souterrains, les mondes des morts. C'est également un arbre qui est dans les croyances scandinaves associées au destin, puisque c'est au pied de cet arbre, entre ses racines, que les trois divinités du destin, qui sont les Nornes, sont censées tisser la tapisserie des destins, dans laquelle tout est écrit à l'avance. Le destin de chaque individu
homme comme humain, comme divin d'ailleurs, hein, est inscrit. Et donc effectivement, cette figure de l'arbre, elle revient, elle renvoie aussi, tout à l'heure on évoquait les animaux, mais elle renvoie aussi à des pratiques un peu animistes, hein, dans l'univers nordique. Il y a effectivement des arbres très importants qui ont été vénérés. Ça, on en a des traces archéologiques. On a retrouvé des traces de souches colossales, hein, autour desquelles ont été pratiqués des sacrifices, donc ça renvoie vraiment à l'importance de cet arbre. Et alors il y a le motif, ça apparaît souvent dans les visions du héros, mais le motif de cette espèce d'arbre presque généalogique, j'ai envie de dire, là c'est un anachronisme, mais avec finalement toutes les figures de la famille, hein. Il relie Hamlet à son père, à ses ancêtres, et puis après on redescend aussi vers les descendants, hein, puisqu'il a aussi des visions de sa descendance. Alors anachronique peut-être, mais on a dans certains manuscrits anglais un peu plus tardifs, 11e, 12e, des petits médaillons reliés entre eux sous forme d'arbres généalogiques qui ressemblent tout à fait à la vision de la fin du film. Enfin moi c'est ce que ça m'a évoqué, mais j'ai un œil un peu biaisé sans doute. Vous venez d'évoquer les sacrifices. Alors c'est quelque chose qui revient plusieurs fois dans le film. Il y a le sacrifice, en gros Hamlet commence à se venger. Il trouve cette épée, il commence à se venger, il se venge de nuit et le jour, les maîtres, les gens qui veulent affronter découvrent les méfaits, découvrent des mutilations horribles mises en scène de manière vraiment tout à fait déplaisante. Et puis du coup, dans leur façon de penser, si c'est arrivé, il faut l'expier d'une manière ou d'une autre, il faut rétablir une forme d'entente avec les dieux, et pour ça, il faut verser le sang, et verser le sang humain. Alors, on a 2 moments au moins où il y a un sacrifice mis en scène. Un premier moment où il y a eu cette première vengeance d'Hamlet, et du coup, on va lier une femme, et on s'apprête à la tuer, et puis évidemment, Hamlet va intervenir, et c'est le sacrificateur qui devient sacrifié, en quelque sorte. Puis ensuite, il y a une scène de funérailles, peut-être qu'on y reviendra. Donc, cette idée de sacrifice humain, quelle place ça a dans la réalité, dans les croyances des Scandinaves, Lucie Malbos? Alors, ça a une très grande place dans notre imaginaire quand on évoque les Vikings. En réalité, ce sont des pratiques qui sont attestées, qui ont existé. On en a quelques traces archéologiques. On reviendra peut-être sur la question effectivement du sacrifice funéraire, c'est encore autre chose. Mais c'est quelque chose qui reste vraiment très exceptionnel, très marginal. On sacrifie surtout des animaux en réalité. Donc là, on retombe un peu dans ce que je disais en introduction. Là, on retombe dans le côté film viking, avec les attendus du film viking. Il faut qu'il y ait des sacrifices humains. Ceci dit, on ne va pas reprocher au réalisateur de ne pas faire un documentaire et de piocher dans des éléments attestés, ceux qui lui permettent de bâtir les éléments les plus archétypaux, les plus spectaculaires, qui servent sa narration. Mais effectivement, ça donne quelque chose de très sanglant. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cela étant, il y a un vrai travail aussi sur tous les rites, en fait, tous les rituels, alors ça revient à plusieurs reprises, mais avec des figures un peu différentes, tantôt des hommes, tantôt des femmes, dans les différents endroits en fait par lesquels Hamlet passe. Et là aussi, on n'a pas juste mis une diseuse de bonne aventure avec sa petite robe noire et qui lui annonce son destin. Il y a un vrai travail sur le costume, sur celle qui m'a frappée, c'est celle de la première scène quand le père d'Hamlet est encore vivant, qui est une vieille dame, alors dans un vêtement blanc, gris, on ne sait pas trop, qui porte une énorme clé autour du cou. Et la clé est très intéressante parce que pendant très longtemps, on a associé les clés aux gardiennes du foyer. On a dit, quand il y a une clé dans une tombe, ça renvoie aux fonctions domestiques de la femme. Et depuis pas très longtemps, on commence à dire qu'en fait, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, que les femmes qui sont enterrées avec les clés, déjà, ce n'est pas toutes les femmes. Ce sont peut-être des femmes qui avaient des fonctions un peu particulières, qui faisaient le lien entre différents mondes, qui avaient donc des fonctions cultuelles, dans les croyances. Et là, c'est intéressant parce que c'est vraiment un débat archéologique et historiographique qui a été mis en scène dans le film à travers la mise en scène de cette clé. Et puis, à la fin, on a au contraire un prophète qui est un personnage masculin. Et là aussi, il est très intéressant parce qu'il est représenté, c'est un homme, mais il est représenté avec des attributs féminins. Il porte les broches ovales qui sont les broches caractéristiques des femmes. Il porte le bâton, le fameux bâton de la prophétesse, le bâton de la veuva. Et donc finalement, là aussi, ça renvoie à ce débat qu'on a dans certaines sources. Prophétiser, c'est une histoire de bonne femme et c'est quelque chose qui est indigne des hommes. Le seul qui s'y soit essayé, c'est Odin. Mais bon, Odin, c'est quand même un peu particulier. Et donc, c'est une histoire, oui, qui reste dans l'univers des femmes ou dans un univers féminin. Et donc, ce prophète masculin est représenté avec des attributs féminins. J'ai trouvé que c'était très intéressant, ça aussi.
En parlant de rituel féminin, il y a aussi le rituel printanier un peu étrange qui a lieu, une sorte de rite de fertilité, je ne sais pas trop. Chez les esclaves, justement. Voilà, une sorte de Beltane, exactement. Et chez les esclaves... Les esclaves censés être chrétiens, mais qui se livreraient plutôt à une pratique pré-chrétienne de fertilité, avec des fruits dans les cheveux, des danses autour du feu. Le solstice, enfin voilà, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était... peut-être un peu original. On n'a pas forcément l'habitude, en tout cas moi, de voir ce genre de représentation dans les films de Vikings, mais ça reprend en fait des idées sur le folklore païen qu'on trouve dans d'autres productions. Pas forcément de films de Vikings, mais de films pseudo-antiques ou pseudo-médiévaux, avec tout un folklore qui a été repris aussi dans les spiritualités récentes, New Age, Wicca et autres. Et donc là, les réalisateurs réinvestissent un imaginaire ancien ou médiévaliste, mais qui n'est pas forcément convoqué dans les films de Vikings et qui viennent intégrer à l'imaginaire des films de Vikings, je trouve. Parmi les rituels, dans l'une des premières scènes du film, effectivement, au moment où il y a cette femme avec cette clé autour du cou, l'initiation du jeune héros par son père, ils vont se dénuder. Donc on voit quand même que le réalisateur est sensible à un certain nombre d'étapes rituelles, des paroles prononcées, des gestes, des chants, des lumières, du feu, des vêtements qu'on enlève, l'idée de se rapprocher, d'entrer dans un autre état. Que les rituels sont des moments liminaux qu'on fait des transitions d'un état à un autre. Et ça se déroule devant une pierre gravée. Il y a une grande stèle avec des figures et des signes. Alors là, je me suis dit que c'était peut-être un hasard ou peut-être que c'était un choix de réalisation que d'avoir mis ça en scène. Oui, alors effectivement, je suis même pas sûre qu'il y ait des runes sur celle-là. Elle est juste gravée. Alors là, je pense qu'il y a la volonté aussi alors je vais dire de meubler. Non, pas de meubler, mais d'aller piocher des éléments qui fonctionne, on ne sait pas très bien comment, de toute façon, dans ces rituels, et d'essayer de recréer un cadre qui n'est pas forcément réel, mais qui soit réaliste, qui soit plausible. Oui, parce qu'il faut bien dire, les archéologues, quand ils trouvent des pierres ou quand ils trouvent des éléments dits rituels, il n'y a pas de mode d'emploi avec, et il n'y a pas les gestes associés. Donc il y a des reconstructions qui peuvent se baser sur l'observation, par exemple, de populations dites traditionnelles, chasseurs-cueilleurs, etc. Et par association avec l'anthropologie, on peut supposer que des choses se passent d'une certaine manière, mais ça reste très hypothétique. Oui, en fait, c'est toute la difficulté des rites. C'est que d'un point de vue archéologique, on peut voir le résultat d'un rite. Tout à l'heure, on évoquait les sacrifices, donc un endroit où on retrouve des ossements de beaucoup d'animaux de différentes espèces. Clairement, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui relève de l'ordre du sacrifice. On peut croiser ça avec certains textes, alors avec toutes les difficultés que ça pose, parce que ça va être beaucoup du côté des sagas, mais c'est vrai qu'il y a des choses, et là, il y a des éléments mis en scène dans ces rites qui sont clairement piochés dans les sagas. C'est dans cette scène-là, je crois, cette scène initiale, où il y a tout un rituel autour de l'anneau. On voit le père qui prend, de l'anneau, ce qu'on appelle l'anneau dans les sagas, qui est un bracelet en fait. On voit le père qui prend un bracelet, et c'est d'ailleurs sur ce bracelet qu'il fait jurer à son fils de le venger. Et là, c'est aussi un motif qu'on va retrouver dans les sagas. C'est l'expression jurer sur l'anneau sacré. C'était peut-être pratiqué à l'époque des Vikings, on peut le supposer, mais voilà, on n'a aucune attestation, c'est impossible de retrouver un geste d'un point de vue archéologique, effectivement. Donc cette pierre, elle vient effectivement alimenter, parce que il faut bien mettre un décor aussi en scène, mais ouais, on a très très peu d'informations sur la façon dont se déroulaient ces rites. Il y a ceci dit un type de rite pour lequel on est un peu mieux renseigné que sur d'autres, ce sont ces rituels funéraires avec les navires. Alors, vous faites un peu la moue quand je dis un peu mieux renseigné, en tout cas ça paraît quelque chose qui a une certaine récurrence, et donc c'est un motif bien identifiable. Alors le film en fait ce qu'il en fait, c'est-à-dire effectivement un bateau, un corps dans un bateau. Pourquoi ce corps ? Parce que c'était le fils du chef, le fils du roi. En tout cas, il faut qu'il ait son rang doit être respecté au moment de ses funérailles. Un animal sacrifié, une jeune fille aussi sacrifiée. Voilà, là, c'est pas une mort ordinaire. Les morts extraordinaires au plan social peuvent se traduire par des étapes extraordinaires pour accompagner le défunt vers un autre monde. Oui, alors là aussi, en fait, il faut croiser les données archéologiques avec certains textes qui posent beaucoup de problèmes. Les données archéologiques confirment qu'effectivement, on peut enterrer les morts les plus prestigieux dans des bateaux. On en a retrouvé, qu'on peut également les incinérer. Alors, la grosse nuance, c'est que c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas pour l'Islande, par contre. Des bateaux tombent en Islande, il y en a très peu, et la crémation est quasiment
complètement absente de l'île pour la simple et bonne raison qu'on manque de bois et que pour pratiquer un bûcher funéraire, il faut énormément de bois. Donc là aussi, on touche un petit peu les limites finalement de cet aspect, mais ça recrée une fois encore cet imaginaire. L'histoire du bûcher funéraire et de l'esclave sacrifié, ça vient d'une source que Victor a rapidement évoquée tout à l'heure, qui est Ibn Fadlan, qui est donc ce voyageur qui se rend du côté de la Volga et qui rencontre des Rousses et qui est un peu éberlué devant un certain nombre de rites, et notamment ce rite funéraire qu'il nous décrit assez longuement. Mais c'est un texte qui est unique, qui décrit, ça Victor l'a bien rappelé, une société très compliquée. C'est une société mélangée. Il y a des éléments scandinaves, mais il y a aussi des éléments culturels slaves, des éléments issus des cultures des steppes d'Asie centrale. Et donc on ne sait pas très bien qu'est-ce qui relève de la culture, qu'est-ce qui relève encore de la culture scandinave dans ce rite. Une fois encore, on aurait 2, 3, 4, 10 autres textes qui iraient dans le même sens. On pourrait effectivement dire une conclusion, mais on a celui-là et on a les funérailles du dieu Balder. Mais ce sont les funérailles d'un dieu. Donc on est dans quelque chose d'un petit peu particulier là aussi. Oui, les funérailles de Baldur, c'est un des épisodes de la mythologie scandinave les plus célèbres et dans lequel on a la description d'une cérémonie. Mais alors, la description est présente uniquement dans des sources assez tardives, même pour ce mythe. Hein. Il faut quand même rappeler que notre connaissance de la mythologie scandinave repose sur des sources tardives, que sont les Eddas, comme on les appelle, l'Edda en prose de Snorri Sturluson qui date du XIIIe siècle et l'Edda poétique qui rassemble au XIIIe siècle des poèmes peut-être un peu plus anciens, mais dont la date de composition est tout à fait incertaine. Et donc, là encore, même pour le mythe de Baldur qui pourrait servir de modèle aux funérailles vikings, si tant est que ce type de croyance ait influencé quelques rites que ce soit, on n'est pas tout à fait sûr de comment ça se développait dans les sources. Et il n'y a pas de sacrifice humain dans les funérailles de Balder. Voilà. Sa femme meurt de chagrin et l'accompagne sur le bûcher funéraire après être morte de chagrin. C'est pas la même chose. Ce que l'on peut dire par contre, et ça Lucie, je pense que vous pourrez le corroborer, c'est que on a beaucoup de bateaux-tombes de l'époque viking dans lesquels on trouve plusieurs cadavres enterrés à la fois et souvent des cadavres féminins avec donc soit par exemple je pense au bateau d'Oseberg où on a 2 cadavres féminins. Voilà, il peut y avoir plusieurs personnes enterrées au même moment. Est-ce que ces personnes ont des liens hiérarchiques de subordination ou pas? Est-ce qu'il y a des sacrifices? Là, vraiment, on ne peut pas savoir. C'est très compliqué. On ne peut pas savoir, mais il y a quand même un certain nombre de tests, d'analyses qui peuvent être faites en termes d'ADN ou d'isotopes pour voir un petit peu ce que les gens ont mangé. Et en l'occurrence, pour Oseberg, ça a longtemps été l'interprétation. Donc on est dans une tombe à bateau dans le fjord d'Oslo au IXe siècle. On a longtemps pensé que la femme la plus vieille était une reine ou une prêtresse très importante et que la femme un peu plus jeune qui l'accompagnait avait été sacrifiée parce que les os étaient en très mauvais état. En réalité, les os sont en très mauvais état, très vraisemblablement parce que la tombe avait déjà été ouverte quand les archéologues l'ont retrouvée au début du XXe siècle, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y ait pas de bijoux dedans, ça a été volé. Et il est en fait très vraisemblable que les pillards aient piétiné une partie des ossements qui ont été abîmés à ce moment-là. Il semblerait que la deuxième personne était aussi quelqu'un d'important, a mangé la même chose que la première, notamment de la viande, enfin des choses qui permettent de distinguer un petit peu du reste de la population. Donc, Victor l'a dit, c'est très compliqué. Il y a effectivement des tombes dans lesquelles visiblement il y a eu des esclaves sacrifiés, mais une fois encore, ça reste des cas très très exceptionnels et très épisodiques. Quelques éléments maintenant sur la fin du film pour peut-être contextualiser ou faire des liens ou pas avec cet univers scandinave. Je pense notamment à cette figure de la Valkyrie où, me semble-t-il, ça a été très commenté. Moi, il me semble que le réalisateur s'est amusé à jouer avec l'imaginaire wagnérien parce que ça tranche visuellement avec tout le reste du film et que là, on est clairement dans un personnage tout droit sorti d'un opéra avec... Il n'y a pas le casque à cordes, mais on n'en est pas loin, avec une sorte de prothèse dentaire, de dents, une sorte d'appareil un peu effrayant, et puis un visage et une manière d'agir qui est d'une scénographie tout à fait autre. Donc il y a cet élément-là. Et puis, je dirais, il y a l'élément du duel. Le duel final, alors le duel, on sait qu'Hollywood adore les duels, hein. Il y a eu le dernier duel de Ridley Scott, il y a tous les westerns que l'on connaît où le duel entre les deux, le protagoniste, l'antagoniste sont le dénouement nécessaire du film. Est-ce que cette idée du duel est présente aussi dans la culture scandinave ?
Oui, là, absolument. On a toute une tradition littéraire dans les sagas de description de ce qu'on appelle l'Holmgang, qui est un duel de champions entre deux champions de l'époque viking, censés prouver leur honneur via ce duel. Et il paraîtrait même, selon une étude assez récente de Roderick Dale, que les guerriers fauves s'adonnaient à ce genre de duel, ou alors qu'il y avait des catégories de guerriers fauves, de berserkers, qui étaient plus précisément voués à ce genre de duel. Mais là encore, on s'appuie sur des sources qui sont les sagas et qui sont vraiment assez peu fiable sur certains éléments de la culture, je dirais, populaire, ou la culture du folklore scandinave. On peut avoir un petit peu toutes les époques qui se mélangent dans les sagas. Ce sont déjà des formes de réécriture du passé en elles-mêmes, puisque étant écrites principalement au XIIIe, XIVe siècle, concernant parfois des époques bien plus anciennes, notamment l'époque viking, elles ont déjà une distance aux événements qui est problématique. Je souligne quand même que les études plus récentes leur donnent plus de crédit que par le passé. C'est peut-être important de souligner qu'il y a eu des évolutions historiographiques assez importantes au sujet des sagas, puisqu'on avait tendance à les reléguer dans les oubliettes il y a quelques décennies, et qu'aujourd'hui on les réexhume un petit peu pour quand même essayer de voir ce que l'on peut en tirer sur un plan plus anthropologique que proprement historique, mais qui est tout à fait intéressant également. Oui, Victor vient de dire que les sagas sont un mélange de périodes. Je crois que pour le coup, la scène du duel, c'est quelque chose qui est atemporel, qui appartient à l'univers viking, mais qui appartient à énormément d'univers viking. Moi, cette scène, elle m'a fait penser à une scène dans un autre film qui n'a strictement rien à voir avec les vikings. Elle m'a fait penser à une des scènes finales d'un des Star Wars, qui est La Revanche des Sith, quelque chose comme ça, et qui est un combat, un duel entre deux chevaliers Jedi. On retrouve le motif médiévaliste du chevalier sur les bords d'un espèce de volcan c'est la planète Mustapha en fusion, et il y a un personnage qui finit mutilé. Là on retrouve aussi la thématique enfin qui n'est même pas du membre tranché puisque c'est la tête. Moi ça m'a vraiment fait penser à ça, et on n'est pas du tout dans le même univers, et en même temps finalement voilà, on retrouve le duel, les deux héros qui doivent inévitablement s'affronter. C'est plutôt l'issue finalement là du combat qui est un peu plus inhabituelle. Normalement il y en a un des deux qui l'emporte. C'est pas exactement ce qui se passe là. Oui, avec un réalisateur qui n'est pas allé jusqu'au bout de la légende d'Hamlet de Saxo Grammaticus, puisque, un peu comme Shakespeare, il le fait mourir à mi-chemin, alors que voilà, le guerrier aurait pu revenir triomphant, mais d'une certaine manière, c'était écrit et c'était son destin. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il retombe sur ses pattes aussi avec ce qu'il a proposé comme interprétation globale dans le film, qui est que le destin est écrit, et son destin était effectivement d'avoir une descendance, mais aussi de mourir en accomplissant cette vengeance. Donc la boucle est bouclée. Et on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est un peu l'hommage du réalisateur à cette culture scandinave et aux sagas que d'avoir fait autant de collages d'éléments disparates, différents, d'époques, d'imaginaire, de réalité, etc. Que le film, ça fait pas forcément un grand film parce qu'il y a ce côté hétéroclite, mais c'est aussi par certains côtés fidèle à un matériau d'origine qui a ce caractère entre réalité et fiction, collage d'époque, etc. C'est un peu un film saga. Oui, rappelons que c'est un film en 5 parties, une tragédie shakespearienne en 5 actes, je pense, avec un dénouement qui pouvait être préfiguré par une sorte de prophétie, une déception finalement attendue du spectateur qui sait que le destin du héros est voué à l'échec. Voilà, on a quelque chose de tout à fait tragique, et là, à mon sens, tout à fait shakespearien. Et également quelque chose qui va plonger ses racines dans l'univers du Nord, puisque l'importance du destin et de la prophétie est également quelque chose qui surplombe. Tout le monde a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Personne ne peut échapper à son destin, pas même les dieux. Est-ce que pour terminer, je vais vous demander à chacune un élément du film qui vous aurait soit intrigué, soit particulièrement plu? Ça peut être un personnage, un objet, une scène. Est-ce qu'il y a quelque chose où vous dites, tiens, ça reste un peu plus en mémoire? Moi, j'en aurais 2, si c'est possible d'en dire 2. Le premier, c'est la reconstitution quasi parfaite de la matrice de Torslunda dans le rite des berserkers. On trouve vraiment ce bas-relief du VIe siècle retrouvé
sur l'île de Land en Suède, sur lequel on voit une représentation quadripartite dans laquelle on voit donc Odin borgne avec son bâton de procession et ainsi que certains guerriers fauves habillés en ours, en chemise d'ours littéralement. Et j'ai trouvé ça assez frappant de reconnaître comme ça une source alors qui prédate l'époque viking pour le coup, et qui est reconstituée de façon assez proche de l'original. Et puis le deuxième élément qui m'a frappé, mais c'est encore une histoire de source archéologique, c'est je crois avoir aperçu la guerrière de Birka se promenant dans une partie du film très rapidement. Je crois que Neil Price a dû se faire un petit plaisir petit clin d'œil. d'y faire un clin d'œil, oui. Lucie qui a eu du coup un peu le temps de réfléchir. Ouais. Alors en fait, moi je terminerai de façon un peu plus générale justement sur Neil Price. Moi c'est ce qui m'a frappé en fait, c'est que alors après tout à l'heure Victor disait qu'il était biaisé, et je pense qu'on est biaisé quand on connaît les travaux de Neil Price, mais j'ai eu l'impression moi de le voir partout. Alors c'est vrai que j'ai pas vu la guerrière, j'ai pas vu la scène où il y a Il faudrait confirmer, regarder la encore. guerrière de Birka, mais moi j'ai vu la patte de Neil Price dans l'éruption volcanique finale aussi, puisque Neil Price monte toute une théorie sur les éruptions volcaniques du VIe siècle et les conséquences que ça a eu dans les mentalités scandinaves. Donc moi j'aurais tendance à terminer là-dessus. J'ai l'impression de voir Neil Price partout, à mon avis de façon un peu excessive, parce que je pense que le réalisateur avait déjà pas mal d'idées en tête, et c'est plutôt le contraire, c'est qu'il est allé chercher le conseiller historique qu'il lui fallait et qui collait avec l'univers qu'il voulait recréer. Et le conseiller historique qui collait avec cet univers un peu fantastique, à mi-chemin entre chamanisme, croyances mystiques, c'était Neil Price, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, The Northman au Robert Eggers 2022. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.